Alors c'est vrai que la signature d'un possible accord entre Trump et les Iraniens avait gagné en crédibilité ces dernières heures, permettant au pétrole de repasser sous les 100 dollars. Et puis la situation reste confuse au Moyen-Orient. Les négociations semblent progresser, mais il y a eu ces frappes cette nuit sur des sites de missiles en Iran, des frappes qualifiées d'autodéfense par les Américains. Et donc le pétrole est autour des 100 dollars aujourd'hui. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho, a supposé, et on n'y est pas encore, hein, qu'un accord soit vraiment entériné. On se place dans cette perspective, même si on n'y est pas, même si on semble s'en approcher. Est-ce qu'on peut imaginer que le Brent puisse refluer beaucoup plus, je ne sais pas, aller à 90 dollars, 80 dollars, 70 dollars le baril? Oui, alors ça va dépendre de beaucoup de facteurs, David, et notamment évidemment des conditions de l'accord, et puis des conditions d'augmentation ou pas de la production des pays membres de l'OPEP et des pays qui sortent de l'OPEP, hein, puisque les Émirats arabes unis ont annoncé avec tambour et trompette qu'ils sortaient de l'organisation des pays producteurs de pétrole. Donc tout ça est très, et je dirais, très compliqué à modéliser. On a simplement évidemment quelques pistes pour comprendre ce qu'il peut se passer. Donc d'un côté, on a la variable de la hausse ou pas de production des pays membres de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP. On a ensuite la vitesse de reprise, je dirais, technique des installations qui ont été frappées au Moyen-Orient. Seront-elles réparées rapidement? Pas rapidement. On sait que pour le gaz, pour tout ce qui est GNL et liquéfaction, ça sera très long, mais sur les installations pétrolières, ça devrait être plus rapide, mais plus rapide comment? En semaines ou en mois? Donc ça, c'est une deuxième inconnue, mais une deuxième variable. Et puis évidemment, c'est un problème de navigabilité. Est-ce que il y a des mines, il n'y a pas de mines? Est-ce que le trafic va pouvoir reprendre rapidement, pas rapidement? Vous avez un problème logistique, c'est-à-dire que vous avez un système de rotation des navires, hein. Donc un navire, il se remplit, ça met plusieurs jours, il part, il va livrer, et il est vide, il est temps qu'il revienne, etc. Donc si vous voulez, toute cette rotation logistique, elle met du temps à se remettre en place. Donc tous ces éléments, David, font évidemment que ça va être beaucoup plus lent que ce qu'on pourrait espérer et vouloir. Et puis enfin, vous pouvez rajouter le fait que tout le monde a pioché dans ses stocks, hein, tous les pays ont pioché dans les stocks stratégiques, et ces stocks stratégiques, il va falloir les reconstituer. Et donc pour les reconstituer, il va falloir acheter plus de pétrole que ce dont on a réellement besoin. Et donc là aussi, ça va faire que pendant plusieurs mois, la demande va être soutenue et donc les prix certainement plus élevés que ce qu'on pourrait espérer. Donc les prix à la pompe, même si encore une fois c'est difficile à dire, le détroit d'Ormuz était rouvert, qu'il y avait un accord de paix et que le pétrole revenait, on n'arrive pas donc à le quantifier. Mais certains disent qu'on ne reverra jamais les 60, 70 dollars, qu'il y aura toujours une prime maintenant sur le pétrole et que ça ne sera pas en dessous de 70 ou 80 dollars le baril. Oui, alors moi je me garderais bien du on ne verra jamais pour toujours et c'est terminé, c'est fini. Je serais beaucoup moins catégorique. On a vu une extrêmement forte volatilité sur le pétrole. On sait également qu'il y a une électrification des usages qui est évidemment en route, et cette guerre en Iran va accélérer l'électrification, notamment de nos usages routiers et de nos usages de chauffage. Je dirais même qu'il est beaucoup plus facile d'électrifier l'usage de chauffage et sur l'habitation que d'électrifier nos usages routiers. Donc, si vous électrifiez massivement, eh bien, vous allez faire baisser considérablement la demande de pétrole sur des capacités de production qui sont importantes. Alors,
pas à court terme ni à moyen terme. Donc on va dire, allez, sur l'année qui vient, ça peut être difficile de retrouver vraiment des prix bas. Mais d'ici 2 ans, on peut tout à fait imaginer qu'entre le restockage qui aura été fait, des capacités de production qui auront été réparées, voire même augmentées pour un certain nombre des pays membres de l'OPEP et non-OPEP, et puis une électrification massive de nos usages et donc une baisse significative de la demande, on peut tout à fait imaginer de revoir des points relativement bas sur le pétrole. Ça pourrait même surprendre les gens. N'oubliez pas, épidémie Covid, premier confinement en mars 2020, les prix du pétrole sont carrément négatifs. Tout le monde vous aurait dit jamais, jamais, David, oh jamais nous ne serons payés pour acheter du pétrole, oh jamais, jamais nous ne serons payés pour prêter de l'argent à l'État français et aux États européens à des taux négatifs. Et pourtant, ça s'est produit, donc soyons humbles et prudents. Ouais, vous avez raison, Charles. Après, à court terme, je pense aux automobilistes qui vont faire leur plein d'essence à la pompe. Les prix, encore une fois, supposez maintenant que le pétrole baisse autour des 70-80 dollars. Imaginons, est-ce que dans les stations-service, les automobilistes vont devoir patienter pour voir une baisse des prix ou pas au litre? Et là, c'est la question de la répercussion de ces tarifs par les distributeurs de pétrole. Oui, mais alors effectivement, ça c'est le grand débat. On se fait escroquer, les prix montent très vite et ils baissent très lentement. Et il y a une logique économique derrière ça. Vous avez par exemple la logique du coût de remplacement et la logique du stockage. Une station-service, elle a aussi son compte d'exploitation. Donc quand imaginez, vous êtes un petit commerçant, bon, et votre métier c'est de vendre de l'essence. Vous faites rentrer du carburant aujourd'hui à prix bas. Donc pour 1 million d'euros. Et donc vous allez faire cette cuve que vous venez de remplir de carburant et vous fait faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais entre le moment où vous avez fait rentrer ce carburant et aujourd'hui, bah, vous avez une guerre en Iran, puis le carburant il a doublé de prix. Et donc vous avez 1 million d'euros de trésorerie potentielle dans vos cuves, mais le coût de remplacement de votre stock sera de 2 millions d'euros. Vous n'aurez pas la trésorerie nécessaire si vous n'augmentez pas vos prix rapidement. À la baisse, c'est l'effet inverse. Vous vous retrouvez avec un stock qui vaut 2 millions d'euros et le concurrent qui va être amené à vendre éventuellement à 1 million d'euros la même quantité. Donc vous avez cette logique économique sur la gestion des stocks des stations-service qu'il faut quand même garder en tête et qui explique une partie de cette asymétrie entre hausse et baisse sur les carburants quand les marchés montent ou baissent. Mais c'est pas la seule variable. Vous en avez une autre, par exemple, c'est notre comportement à nous, le comportement des consommateurs. Quand le prix monte, ben évidemment, j'ai tendance, moi, à faire le plein de manière beaucoup plus régulière pour éviter, et je pense qu'on l'a à peu près tous fait, on évitait de descendre à zéro dans le réservoir, et puis dès qu'on était aux 3/4, on en remettait un quart supplémentaire pour essayer de lisser un peu nos prix. Donc ça crée une tension évidemment sur les approvisionnements. Regardez ce qui s'est passé dans toutes les stations Total qui avaient des prix un petit peu plus bas. Et ben régulièrement en fait elles étaient vidées. Donc on surconsomme un peu, on surstocke nous-mêmes dans nos réservoirs. Et ça marche dans l'autre sens. Mais quand les prix baissent, eh ben évidemment, on est moins stressé, donc on va aller consommer effectivement tout son réservoir avant de refaire le plein moins cher. Et donc, bah, les stations-service, elles se retrouvent plus longtemps avec ces stocks un petit peu plus chers qu'elles avaient dans leur cuve. Et donc, ça explique un petit peu cette inertie sur la baisse des prix qui est effectivement toujours plus lente que la hausse des prix. Mais attention, c'est pas non plus 48 heures pour monter les prix et 6 mois pour les baisser. Hein. On est plutôt sur effectivement 48 heures pour monter les prix et puis 1 à 2 semaines pour que les prix baissent. Voilà. Donc cette asymétrie reste quand même relativement mesurée en termes de délai. Ouais, il y a les prix qui ne baissent pas encore, mais la consommation a baissé. On a eu les chiffres, hein, c'est fou. Hein. Je rappelle les chiffres du mois d'avril, 11% de baisse de la consommation, enfin des ventes de carburant en avril en France, et 14%, c'est pas une surprise, mais on a les chiffres sur les 3 premières semaines de mai. Et c'est considérable
David, comme baisse, hein, si vous raisonnez de manière macroéconomique. C'est d'ailleurs cette baisse qui fait qu'on a peu de problèmes de tension sur les approvisionnements. Et donc, on troque une pénurie potentielle contre une baisse de la consommation. Ceux qui s'intéressent à l'économie, vous visualisez là vraiment les effets d'un ajustement par les prix sur la demande en fait. Voilà, donc vous avez une demande de 100 et quand les prix montent, et ben la demande elle est plus de 80 ou 85 et c'est assez logique parce que le prix est devenu cher, donc tous les usages non rentables sont cessés ou tous les usages non indispensables cessent d'eux-mêmes. Et donc vous voyez qu'en fait le signal prix dans une économie, c'est quelque chose d'absolument majeur pour le bon fonctionnement d'ailleurs de votre économie de manière générale. Et dès que vous cassez le signal prix, vous entraînez et vous induisez et vous introduisez dans votre économie des distorsions qui généralement sont extrêmement mauvaises et porteuses de grands déséquilibres. On a eu ça typiquement, le signal prix allait sur, au hasard, les dettes d'État et les obligations souveraines avec des taux négatifs, on l'évoquait tout à l'heure. Le signal prix, très concrètement, effectivement, on le voit avec le prix du baril et le prix de l'essence. Merci. Explication signée Charles Sana, fondateur du Grenier de l'Éco. Merci et bonne semaine, Charles. Merci David, bonne Ciao. semaine à tous.